Tu pourrais dire que les réseaux sociaux t'aident à aller mieux. Et quand je scrolle sur les réseaux, notamment sur TikTok, je passe et un peu l'impression d'être un fantôme. On partage un moment au resto avec des amis et il y en a toujours un qui veut filmer la table. Moi j'en connais ou des plus vieilles générations qui peuvent se dire non mais on peut peut-être commencer à manger. J'ai plus l'impression qu'avant on prenait un souvenir de quelque chose qu'on avait vécu en photo et maintenant on prend photo puis après on vit. Se filmer en train de pleurer parce que on a reçu tel commentaire qui était méchant, ça se fait aujourd'hui. Enfin, ça ne viendrait pas l'idée à quelqu'un, je pense, dans la rue, de toquer sur ton épaule et de te dire excusez-moi mademoiselle, vous êtes vraiment pas belle. C'est l'avantage et le désavantage des réseaux sociaux dans le sens où il y a la barrière de l'écran qui protège parce que du coup on peut se permettre de dire plus de choses. Toutes les générations à venir vont grandir avec les écrans et on peut pas lutter aussi contre ça. Mais pour tous ces problèmes de stress et d'anxiété, il y a des dispositifs qui existent comme Santé Psy. Ça, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement. Ça permet d'avoir 12 séances prises en charge à hauteur donc de 50 €. Moi, je me souviens que j'étais pas du tout au courant qu'on pouvait faire des mini-stages, autres que celui qui est obligatoire en 3e. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Bande Active animé par Les Belles Années. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et de l'orientation. Les réseaux sociaux, ils façonnent nos perceptions du bonheur et de la réussite. Aujourd'hui, on va parler comment on navigue entre une quête identitaire, on va parler également d'attente sociale et de réalité avec ces réseaux sociaux. Et notamment savoir si les réseaux sociaux ils nous forcent à sourire même quand on va mal. Je m'appelle Elisa, j'ai 20 ans et je suis étudiante et je suis accompagnée de Margot et Gladys. Je vous laisse vous présenter. Du coup, je m'appelle Margot, j'ai 21 ans et je suis étudiante en alternance également. Voilà. Et moi, c'est Gladys et donc je suis psychologue et j'ai 32 ans. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes, notamment le premier sur l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Par exemple, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux chaque jour? Votre temps d'écran moyen, à peu près? Alors, je ne saurais pas dire précisément, mais j'y passe pas mal de temps parce que déjà, moi, je travaille à temps partiel, donc on va dire que j'ai pas mal le temps de naviguer sur les réseaux. Je dirais que je dois être à 5 heures par jour. Ok, ouais. Je pense que je suis à peu près pareil, 4h30. Ça dépend les semaines, quand je suis à l'école ou quand je suis en entreprise. Et en étant à temps plein? À l'école, c'est pas vraiment du temps plein, du coup, pour Elisa. À l'école, je suis plutôt à 7 heures, je pense, par jour. Et en entreprise, 4 heures, 4-5 heures, je pense. D'accord. Moi, je dois être en moyenne aux alentours de 3h30, 4 heures sur les réseaux. Que ça soit en semaine d'école ou en semaine d'entreprise, globalement, je dois être autour de ça et sur un temps moyen d'écran à peu près équivalent pour le coup. Parce que, hormis quand je regarde des séries, c'est globalement ce niveau-là, quoi. Et quel réseau social vous utilisez le plus ou lequel vous préférez? J'ai regardé tout à l'heure et du coup, j'ai pu voir qu'en tête de liste, il y avait Instagram et après Messenger. Et en général, c'est pour communiquer avec mes amis ou suivre un peu leur quotidien. Moi, j'utilise beaucoup Instagram. J'ai pas TikTok, mais du coup, ouais, beaucoup Instagram et Snapchat pour communiquer avec mes amis. Mais c'est vraiment uniquement de la communication. Enfin, je poste pas sur Snapchat et je regarde pas des stories ou des trucs sur Snapchat. Donc, en vrai, Instagram, c'est mon temps d'écran. Ouais, que moi, je pense que je suis vachement plus sur TikTok et Snapchat et Instagram, les trois, je pense. Autant je les utilise tout le temps en fait, tout le temps dessus. Et les actualités du monde, vous les suivez également sur les réseaux sociaux? Vous vous renseignez comment? Ouais, moi, je suis pas mal de comptes d'actualité par contre sur Instagram, ce qui me permet du coup d'avoir des nouvelles un peu tout le temps. Mais c'est vrai que on va pas en profondeur. Un post Insta, ça ne me permet pas trop d'aller en profondeur. Mais est-ce que tu vas aller vérifier par exemple les informations derrière ou pas du tout? Ah non, je pars du principe que les comptes que je suis sont à peu près fiables et du coup, je vais pas vérifier après, ouais. Non, je pousse pas le vice à ce point-là. Oui, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas l'habitude de vérifier les informations. Avant, je regardais la télé le 20h ou ce genre de choses.
occasionnellement parce que je suis pas quelqu'un qui va suivre énormément les informations, mais du coup pour l'actualité maintenant je suis un réseau qui est connu, Hugo Décrypte, Oui, depuis peu avec de temps. les 5 actus par jour. Ouais, ça me permet de suivre un peu ce qui se passe sans être trop coupée. Ouais. Puis il fait des formats qui sont assez attractifs Et Et hyper accessible. et intuitif. accessibles. Et oui, c'est accessible. C'est vrai qu'au niveau politique, par exemple, je trouve qu'il est assez bon dans le sens où, enfin, il arrive à rendre la politique accessible à tous. Après, c'est forcément limité. Il faut avoir conscience que ça se limite à 3-4 phrases, mais c'est vrai que ça permet c'est de suivre. résumé et on peut suivre l'actualité. Bon, oui, c'est pas détaillé, mais je pense que ça permet de suivre. D'avoir un point de départ, en tout cas, sur l'info, quoi. Et du coup, votre utilisation des réseaux sociaux, c'est vraiment juste à titre de se renseigner comme pour Hugo Décrypte, ou c'est aussi notamment du divertissement? Ah ouais, non, moi, c'est majoritairement comme du divertissement. Après, si j'ai oublié de citer, quand même, je passe pas mal de temps sur LinkedIn. Mais je culpabilise beaucoup moins sur LinkedIn parce que j'ai l'impression de travailler, alors que c'est vraiment C'est vrai pas qu'on le cas. dit que c'est un réseau social. Mais c'est vrai que ouais, je passe pas mal de temps sur LinkedIn. Et là, pour le coup, c'est plus pour me renseigner, me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, en l'occurrence, moi, de l'immobilier. Mais je pense que ça s'applique à tout le monde. Et donc là, je culpabilise pas du tout quand je suis sur LinkedIn. Mais par contre, c'est vrai que Insta, c'est un peu. Enfin, une fois qu'on est sur Insta et qu'on commence à parcourir son feed, pour moi, c'est uniquement du divertissement et on a plus tendance à y traîner, alors que LinkedIn, une fois qu'on a fait le tour, on a fait le tour, quoi. Parce que du coup, quand tu es sur les réseaux, tu as tendance un peu à culpabiliser. Ah ouais, vraiment. Mais en fait, quand je me rends compte que j'y ai passé 1 heure et demie, je me dis non, mais en fait, On j'aurais voit pu pas le temps dormir, passer aussi. j'aurais pu faire plein de trucs d'autres. Et en fait, le truc traître, je trouve, c'est le 23h30, je me mets dans mon lit, puis je commence. Et en fait, ah bah oui, non, mais là, il est 1 h du matin, donc on va s'arrêter tout de suite. Et ça va hyper vite, je trouve. Et ça donne pas du tout envie de dormir. Bah, TikTok est hyper addictif, je pense, là-dessus aussi, de scroller hyper facilement pendant des heures et des heures sans forcément s'en rendre compte. Le format est divertissant. Je dirais pas que moi je culpabilise quand je vais sur TikTok, mais je me rends compte que des fois je passe beaucoup de temps dessus. Si je m'ennuie, je vais ouvrir mon téléphone, aller sur TikTok et je vais passer le temps le matin dans les transports. C'est pas forcément de la musique que je mets dans mes oreilles, plutôt je regarde TikTok quoi, tout le temps. Mais du coup, c'est quoi? C'est occupationnel pour quand il y a des moments d'ennui ou alors finalement c'est parce que c'est ta manière de te divertir? Je pense que c'est ma manière de me divertir. Et si j'essaie de voir la chose avec un peu de recul, je me dis on peut voir plein de choses sur les réseaux. Des fois, je me dis que je peux aller sur les comptes de Hugo Décrypte et suivre un peu l'actualité. Mais ouais, je pense que je me divertis beaucoup et de toute façon, ça fait passer le temps. Donc, autant quand je m'ennuie. Et t'as l'impression de parler plein de choses différentes aussi. Ouais. Oui, il y a plein de choses différentes. Puis en fonction au final du réseau social, ils sont jamais enfin, c'est pas du tout les mêmes choses. Enfin, pas Ouais, les c'est mêmes marrant, c'est formats en hyper fait. varié, ouais. Et c'est les mêmes choses, mais pas les mêmes formats. Et donc tu culpabilises pas toi quand Non. tu es sur les réseaux? Non, pas du moi, tout. je culpabilise pas. Tu te mets pas forcément de limites Non, mes parents avaient essayé avec l'histoire du temps d'écran, notamment sur Apple qui a instauré ça. Ça n'a pas très bien marché avec moi parce que j'ai trouvé le code assez facilement pour l'enlever. Mais C'est la date de naissance de ton père, non, de même ta pas. mère. Mais j'ai trouvé quand même le code et du coup, je l'avais partagé à ma sœur pour qu'elle puisse en profiter aussi. Ouais, t'es généreuse dans... Ouais, quand même. Mais sur le principe, j'avais des amis qui l'utilisaient ou même prendre le téléphone le soir pour pas scroller. Mais est-ce que ça serait la solution justement de faire ça? Parce que là, c'est un peu un questionnement que je me pose. J'avais une patiente, moi, qui m'avait un peu inquiétée dans le sens où elle m'avait montré son temps d'écran. Elle m'avait montré une capture d'écran qu'elle avait faite à 10h14 et son temps d'écran était 10h14. Donc, pour vous dire voilà, à quel point l'addiction, des fois, elle peut être forte. Et pour autant, elle voulait pas que j'en parle à sa famille parce que pour elle, la solution qui aurait eu au premier abord, ça aurait été d'enlever le téléphone ou de tenter de supprimer. Mais finalement, je pense pas que ce soit ça la solution. Je pense qu'il faut plutôt essayer d'accompagner les jeunes à comprendre finalement pourquoi ils se mettent autant dedans, ils se plongent dans leur téléphone sans pouvoir se déconnecter. Elle avait l'air de dire que c'était un moyen de faire diversion en fait sur ses angoisses. C'était vraiment détourner l'attention de ce qui la préoccupe et ça Après, c'est limitait. très efficace. Ah, je pense, ouais.
Je pense que pour bien occulter, divertissant. vu qu'on est vraiment dedans et dans quelque chose qui, en plus, varie très très vite, parce que en fait, d'un poste à un autre, c'est pas la même chose. Et du coup, ça permet vraiment de ne pas penser. Je pense qu'il y a vraiment ce. Bon, moi, ça marche pas très bien chez moi, personnellement. Toujours un petit Est-ce moment. que tu as déjà, par exemple, utilisé les réseaux sociaux pour quand tu te sentais mal et ça te permettait d'aller mieux ou pas? Tu pourrais dire que les réseaux sociaux t'aident à aller mieux? Ah non. Mais je pense parce que j'ai vraiment un souci pour mettre mon cerveau à l'arrêt, mais je vois vraiment que, enfin, chez beaucoup de personnes, ça fonctionne, quoi. Ils se mettent, ou moi, j'ai jamais trop compris le truc de regarder une émission, on va dire, qui leur déconnecte complètement. Moi, je regardais, enfin, il y a des émissions que je regarde qui sont pas très malines, qu'on se le dise, mais par contre, ça m'a jamais permis d'arrêter de penser. Enfin, ça n'a jamais été un truc qui marchait chez moi. Mais je pense que ça peut être très efficace, en effet. Mais des fois, même moi, je me rends compte que bah, le soir, je pense aussi avec la fatigue, mais quand je scrolle sur les réseaux, notamment sur TikTok, Mm. euh, sans forcément faire attention à ce qu'il y a écrit, mais juste, bah, je Ouais. passe, et un peu l'impression d'être un fantôme et de pas savoir ce qui se passe, quoi. Oui, sans même Mais je m'en rends capter compte le truc. quand même, quoi. Ouais. Je sais pas si Oui, c'est grave ou pas, mais... non, je crois pas que ça soit. Enfin, faut parler aux professionnels, mais. Moi, je dirais que c'est pas grave si à côté on arrive à garder un équilibre personnel. Je pense que le tout, c'est d'avoir une vie à côté et en Ouais, dehors c'est des ça. réseaux sociaux. Ta vie se résume pas à regarder TikTok, quoi. Et tes soirées se résument pas à faire ça. Enfin, tant que tu arrives à avoir une vie sociale, des activités, et pas uniquement à travers les réseaux sociaux, parce que ça, c'est pareil, c'est un vrai sujet. En vrai, communiquer avec ses amis par les réseaux sociaux, c'est bien. Et ça nous permet de garder contact avec des gens qu'on voit moins, qui sont plus loin. Enfin, moi, je sais que j'ai des amis qui sont partis faire leurs études plus loin. Et c'est vrai que sans les réseaux, c'est compliqué. Et puis, il y a des fois, on ne sait pas trop comment réécrire des gens. Et le fait que quelqu'un poste une story, c'est plus facile d'interagir, de voir ce qu'il en est de sa vie, etc. Donc ça, je trouve ça bien. Mais je pense que les moments de vraie vie sont importants aussi. Et il faut garder les deux. Et en l'occurrence, c'est ton cas. Enfin, tu passes pas, enfin, tu passes beaucoup de temps avec tes Oui, amis. oui, Tu sors, tu vois des gens. Enfin, voilà, quoi. Mais justement, par rapport à cette question-là, est-ce que vous êtes plus dans l'idée de dire que les réseaux sociaux isolent ou qui permettent de rapprocher Ça, je pense que c'est la bonne question parce qu'il y a autant des bénéfices dans les réseaux sociaux que des conséquences négatives. Et c'est difficile à déterminer. Je dirais que c'est un peu au cas par cas, selon les personnes, comment elles sont dépendantes ou non de ces réseaux. Enfin, il y a des personnes qui vont être dépendantes et ça va être un cache-misère qui va leur permettre de se divertir de leurs angoisses ou de changer un peu de spectre. Mais il y a des personnes qui s'en servent pour le loisir, et c'est un loisir parmi d'autres. Moi, quand tu disais la vraie vie, c'est vrai que ça me fait écho dans le sens où je trouve que le risque, c'est de vivre par procuration Mm. aussi, de passer trop de temps derrière les qu'il réseaux. y a une certaine pression en fait de vouloir montrer une vie parfaite sur les réseaux sociaux et on montre ce qu'on veut. Oui, enfin, moi j'ai un exemple idiot, mais on partage un moment au resto avec des amis et il y a toujours un qui veut filmer la table. Et, Moi, je suis ce genre d'amie, donc je ne peux pas. non, mais et ça peut être anodin et enfin, moi j'en connais, ou enfin, des plus vieilles générations qui peuvent se dire non, mais on peut peut-être commencer à manger, enfin le repas vient d'arriver, on peut peut-être juste vivre le moment. Et bon, moi ça me gêne pas parce que enfin, même si d'après Lisa j'ai 70 ans, je suis quand même, enfin, je suis pas choquée de ça, mais je sais que pour d'autres générations, il y a un vrai choc là-dessus. En fait, d'abord, on prend en photo, on montre aux gens, et puis après, on vit. Moi, je sais que ma grand-mère, par exemple, c'est une vraie question qu'elle se pose, mais pourquoi? Enfin, prendre en photo un moment qu'on a vécu, c'est chouette, mais j'ai plus l'impression qu'avant, on prenait un souvenir de quelque chose qu'on avait vécu en photo, et maintenant, on prend photo, puis après, on vit ce qu'on va Oui, vivre, oui, quoi. oui. Et c'est vrai que Ça a c'est changé, ouais. c'est pas du tout la même démarche, quoi. Et enfin, c'est intéressant parce que, en même temps, ça ne nous empêche pas de le vivre, mais ça peut. Enfin, en tout cas, on crée le truc, enfin, le souvenir avant même de le vivre, quoi. Je trouve que c'est assez intéressant comment ça a changé. Après, effectivement, il y a quand même beaucoup de risques avec les réseaux sociaux et notamment si on parle de cyberharcèlement, Mm. je pense qu'il y en a beaucoup plus. Enfin, C'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet aujourd'hui, quoi. Ouais.
Et le cyberharcèlement, oui, enfin moi j'en ai vu dans mon cabinet des personnes qui en souffraient, hein, des groupes Snap ou WhatsApp qui se créent juste pour parler de sujets scolaires à la base et qui se transforment en fait. Et ça devient un lieu où on fait des commentaires sur les uns et les autres et qui sont parfois durs à entendre. Enfin, là, je pense aux scolaires, mais ça peut même être au sens plus large, des inconnus qui viennent commenter nos publications, Bien sûr. voilà, nos stories, enfin, ce qu'on appelle les haters. Voilà. Mm. Bah, c'est un peu dur, moi, pour avoir, à titre personnel, déjà reçu des commentaires. Haineux. Moi, j'ai fait le choix de m'afficher sur les réseaux sociaux et de publier par exemple des vidéos sur TikTok et de recevoir des fois des commentaires ou même de scroller sur des vidéos et d'aller voir les commentaires et de voir ce que les gens disent. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui aujourd'hui osent en parler et qui se filmer en train de pleurer parce que on a reçu tel commentaire qui était méchant. Ça se fait aujourd'hui pour démontrer tout ça. Et oui, parce qu'il y a une Il y a cause une de remise en question quand cyberharcèlement, même. etc. Mais au début, c'est un peu Ouais, ça doit être violent très quand même. déstabilisant. Mais moi, c'est vrai que je ne comprends pas l'idée de commenter sur une personne qu'on ne connaît pas. Donc, que ça soit positif ou négatif, déjà, moi, j'ai pas la démarche de le faire. Mais je me dis, et c'est vrai que la dernière fois, je voyais une Instagrammeuse qui disait ça vous viendrait pas à l'idée dans la rue, parce qu'elle parlait des comportements qu'elle avait eu avec son fils, qui avait vraiment déferlé les réseaux sociaux, tout le monde était en mode c'est un scandale. Et elle dit, mais je l'aurais fait dans la rue, personne ne serait venu me voir, et aucune des personnes qui m'a mis un commentaire serait venue me voir en disant c'est un scandale ce que vous faites. Et, ou alors il y en aurait eu une. Et j'aurais parlé avec elle et elle aurait très certainement compris pourquoi je le faisais. Et je pense que, enfin, toi en l'occurrence, ton contenu sur TikTok ne mérite pas de commentaires. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont pu Non, te non, mais je raconter, pense que mais c'est des commentaires sur le physique, comme c'est un peu la même histoire des groupes. oui, mais Ça part de là, quoi. enfin, ça ne viendrait pas l'idée à quelqu'un, je pense, dans la rue, de toquer sur ton épaule et de te dire, enfin, excusez-moi, mademoiselle, vous êtes vraiment pas belle. Enfin, ça ne viendrait à l'idée de personne. Encore Et une c'est ça fois, qui est fascinant sur les réseaux sociaux, quoi. c'est l'avantage et le désavantage des réseaux sociaux, dans le sens où il y a la barrière de l'écran qui protège, parce que du coup, on peut se permettre de dire plus de choses. Donc, ça peut être tant dans le positif que le négatif, ou dans le neutre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se permet de dire plus de choses parce qu'on a moins peur comment l'autre va Recevoir. réagir, puisque à la On est rigueur, derrière et on se sent on est protégé. protégé. Tout ce qui est histoire de faux comptes aussi, pour pas avoir l'identité, pas le nom. Ouais, ça c'est assez fascinant. Bah, Ça. c'est Créer une fausse identité pour. Mais pour le coup, j'ai pas du tout la démarche de quelqu'un qui fait ça, mais je t'avoue que ça me fascine complètement de pouvoir Oui, mais aujourd'hui, c'est se créer une fausse identité et pouvoir commenter des publications. Et c'est vrai que enfin, la législation est en train d'évoluer là-dessus parce que ils sont de plus en plus enfin, punis, entre guillemets, mais c'est long quand même, je trouve, et ça crée quand même Bah, la des... démarche, elle vient aussi des écoles qui se rendent compte aussi Mm. que c'est un sujet actuel et il y a de plus en plus de cas. Ils peuvent pas fermer les yeux Bah, sur... ferme les yeux. Mais moi, pour avoir été embêtée, enfin, j'ai vécu un primaire un peu particulier, le fait de rentrer chez moi et que c'était ma bulle et personne n'y avait accès, c'était une vraie coupure pour moi et je pense que j'aurais pas tenu sur la longueur comme ça si en rentrant chez moi ça continuait et ça ma mère qui du coup travaille dans une école aujourd'hui le voit même en école primaire il y a des enfants le matin ils reviennent en disant bah, on m'a dit ça hier soir alors que bah, l'école c'est fini normalement tu es censé être chez toi avec tes parents et encore plus sur des tout petits j'ai envie de dire en primaire on reste quand même tout petit et c'est vrai que c'est quand même un sujet de pas pouvoir couper et même pour les parents enfin il y a quand même une grosse, je pense, il y a une bulle qui se crée de comment je fais, est-ce que je l'isole, mais du coup, il sera quand même plus en contact, ou est-ce que j'ouvre, mais par contre, j'ai le problème qu'il peut se prendre autant de violence que de choses positives, quoi. Je trouve que c'est compliqué, à mon avis. Je dis pas que c'est la bonne façon de faire, mais quand j'y réfléchis, je me dis, est-ce que les parents doivent vraiment être dans la privation de se dire, bon bah voilà, quand tu rentres, je te prends ton téléphone, ça te permettra de te couper et de rentrer dans ta bulle, ton cocon. Je sais pas si c'est ça la bonne solution. Je me dis que de temps en temps, il faudrait peut-être que les parents puissent accompagner, proposer en fait à leurs enfants de les accompagner dans ce qu'ils vivent avec les téléphones. En fait, c'est difficile parce que souvent les enfants n'osent pas dire à leurs parents, ils disent qu'ils vont
se faire gronder, que leur première réaction, ça va être de s'inquiéter, de se surinquiéter et du coup de confisquer le téléphone, alors que ça ne serait pas pour eux la solution. Du coup, ils ne disent rien. Et je me dis, peut-être que les parents devraient surmonter déjà un peu leur inquiétude pour ne pas envahir leurs enfants et leur proposer plutôt une écoute, une oreille attentive pour les aider déjà à avoir un espace de parole. Oui, je pense que la meilleure des bulles, ça reste la communication et surtout avec des personnes qui nous veulent du bien. Donc, ça serait plus de les aider, les accompagner et de sensibiliser aussi, de leur rappeler les risques et du coup comment eux, ils peuvent limiter, trouver des solutions ensemble. Oui, être accompagné par ses parents quand on vit ce genre de choses, je pense que c'est primordial et effectivement, je pense qu'on se sent coupable en fait d'être la cible de quelqu'un, donc de pas... d'être le vilain petit canard, entre guillemets, parce que après, ça rentre dans... Vraiment, ça fait partie de soi, je pense, au bout d'un moment, quand c'est trop ancré par les autres, ça fait partie de soi. Et encore une fois, si ça continue à la maison, si ça continue à travers... Et c'est vrai qu'on ne peut pas se dire que ça n'existera plus demain aussi. Le téléphone, c'est tout le temps et on en a besoin tout le temps. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix que d'être un minimum dessus. C'est pour ça que la privation, ça ne marche pas. Parce que quelque part, toutes les générations à venir vont grandir avec les écrans et on ne peut pas lutter aussi contre ça. Quoique, j'ai entendu dire qu'ils avaient l'intention en Australie de priver les avant jeunes 16 ou 15 ans. 16 ans, après, ça permet de pas faire de jalousie et de dire je suis en 5e, moi j'ai pas de téléphone, toi t'en as un, donc après ça fait des différences. Oui. Puis ça enlève, je trouve, ce poids aux parents peut-être aussi de devoir priver leurs enfants. De devoir le faire ou pas, de devoir prendre un choix éducatif, de dire est-ce que je suis sans écran, est-ce que je suis avec écran. Oui, c'est vrai que c'est... Après, si c'est l'État qui le fait, il n'y a plus trop de choix à se poser, quoi. Voilà, c'est la législation. C'est le seul État qui va le faire. Après, ça me paraît impossible à mettre en place. Je me rends pas compte du tout comment ils vont pouvoir contrôler ça, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Si ça peut dissuader déjà. Et si on passait à quand on est un peu plus grand, et notamment l'orientation, les réseaux sociaux et du coup les incertitudes sur l'avenir, le processus de Parcoursup, je pense que tu es passée par là, Margot aussi. Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été plutôt une source de stress? Moi, ça a été une très grosse source d'angoisse, Parcoursup. J'ai eu un parcours d'orientation un peu particulier. Je voulais être prof ou institut, en tout cas, je voulais travailler dans l'éducation. Et en fait, tout le stress qui s'est passé autour de Parcoursup m'a fait me rendre compte qu'en fait, le projet, entre guillemets, que je portais depuis des années n'était pas du tout en adéquation avec ce que j'étais aujourd'hui à l'instant T. Et en fait, en l'espace de 3 mois, à 17 ans, il faut choisir qui on va être pour le reste de sa vie. Et on a des profs qui ne sont pas hyper accompagnants, je trouve. Peut-être pas assez sensibilisés sur le sujet aussi. Ils nous disent de toutes les façons, il faut faire un choix. D'accord, mais en fait, c'est hyper stressant et c'est très compliqué. Donc moi, Parcoursup, ça a été une très grosse source d'angoisse. Et je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir un mentor. Avoir quelqu'un qui m'a pris, qui était passionné par ce qu'il faisait et qui a vu en moi des qualités qui pourraient être au service, en l'occurrence, de l'immobilier pour moi, mais ça peut être de n'importe quoi. Et il m'a dit en fait, pourquoi pas. Et à ce moment-là, j'ai changé tout mon Parcoursup 3-4 jours avant la fermeture de Parcoursup. Et je me suis engagée dans ce parcours-là sans grande conviction au début. Et finalement, c'est le travail qui m'a permis de me rendre compte. Mais c'est vrai que sans quelqu'un de passionné, je pense que ça aurait été compliqué pour moi de m'investir. Il y en a plein qui ne savent pas quoi faire et effectivement, on leur demande de choisir avec des délais. C'est très compliqué. Le 24 janvier, tu dois avoir fait tous tes vœux, savoir ce que tu veux faire. Après, ça peut être varié. On peut demander une fac de droit, une fac de médecine et une école de commerce. Mais après, une fois qu'on a nos choix, il faut quand même... Et puis, il faut les prioriser. Donc, il y a quand même une espèce de... Bon, alors, en numéro 1, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? En numéro 2, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je trouve que c'est très compliqué. Mais c'est là où, pour le coup, les réseaux sociaux peuvent avoir un avantage parce qu'il y a quand même de plus en plus de comptes qui émergent en fait, dans des choix d'orientation avec des gens qui parlent de leur métier de façon passionnée. Et je pense que ça, c'est le meilleur. Quelqu'un qui parle de son métier et qui te raconte ce qu'il vit au quotidien,
parce qu'il y a un moment, il faut de l'objectivité aussi. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas. Puis finalement, là, je me retrouve en master avec pas du tout le même projet que j'avais mené en terminale, et c'est pas grave, parce que finalement, aujourd'hui, je suis convaincue de vouloir faire du management dans l'immobilier, certes, mais parce que concrètement, gérer un open space ou une cour de récré, pas grande différence finalement sur plein de points, mais du coup, ça se rapproche beaucoup. Et après, c'est un peu plus bruyant, quoique ça. Quoi, non, tout dépend. Tout dépend de ton open space en fait, ou de ta cour de récré. Mais du coup, en fait, tout peut se rapprocher. Et je pense que il faut aussi dédramatiser le fait de se réorienter. Et ça, c'est vrai que sur Parcoursup, ça se fait de plus en plus quand même. Bah, ça se fait de plus en plus, mais c'est vrai que sur Parcoursup, on a l'impression qu'il faut se remettre dedans. Enfin, tout est très dramatisé et je trouve ça vraiment compliqué. Et les sélections sont hyper obscures. Enfin, on en parlait avant, mais les sélections sur Parcoursup sont très très obscures, donc on ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quoi mettre, quoi pas mettre. Voilà. Je trouve ça intéressant, en tout cas, cette idée de mentor qui t'a aidé dans ce moment de l'orientation, parce que je pense qu'encore une fois, c'est l'accompagnement qui fait la différence dans cette période, parce que c'est une période qui est clé pour les jeunes. On leur parle beaucoup de l'orientation, trouver leur voie. C'est un énorme stress que de se dire Parcoursup, voilà, je vais devoir choisir ma voie, mettre des vœux, des sous-vœux, attendre les résultats. Toute cette pression qui est portée aussi par les parents, parce que les parents aussi, ils ont cette inquiétude de se dire, mais est-ce que mon enfant va s'en sortir dans la vie? Est-ce qu'il va trouver sa voie? Ce qu'il va faire. Et je pense que le mieux, c'est d'accompagner les enfants à relativiser, prendre de la distance, de se dire voilà, que tout n'est pas définitif en fait. S'ils font un choix, ils peuvent revenir dessus. Il y a des réorientations comme plateforme. Moi, j'ai des amis qui se sont retrouvés à avoir leur vœu numéro 1 toujours en liste d'attente, parce que les listes d'attente, c'est tous les jours d'aller voir quelle position on est, et du coup d'intégrer son vœu numéro 2, de faire la rentrée, et 3 jours après d'être accepté dans son vœu numéro 1, donc de changer de ville, de déménager, alors que, bon, en l'occurrence, elle était d'Annecy, elle est venue à Lyon, et elle est repartie à Angers, mais... changer de vie, quoi. Juste à la rentrée, quoi, alors que déjà une rentrée, c'est un peu difficile. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, Margot, tu disais que plutôt les réseaux sociaux, toi en tout cas, t'aidaient, tu voyais plutôt le positif. Tu vois pas du tout ça comme un moyen de pression supplémentaire par rapport au choix d'orientation? Je pense que tout dépend des réseaux que tu choisis en fait et les gens que tu suis. Et après, je trouve qu'il y a une notion de la réussite qui est un peu stressant sur les réseaux. Il faut réussir et puis même en termes de... quand on voit la vie... la vie de certaines influenceuses ou influenceurs sur les réseaux, c'est vrai qu'il y a une notion de gagner sa vie qui est quand même très présente, de bien gagner sa vie. Et ça peut être, je pense, un facteur qui influence de façon un peu négative parce que, en fait, c'est compliqué de très bien gagner sa vie dès le début, tout de suite. Et du coup, faut avoir des objectifs qui sont, je pense, plus atteignables. Ouais, et puis plus de la vraie vie, en fait, que cette plateforme qu'on a toute lisse. Je roule avec des grosses voitures, j'ai un très bel appartement, tout est Pinterest chez moi. Voilà, je trouve qu'il y a quand même un gros step là-dessus. Mais je sais pas, toi, vu que quand même tu as une grosse consommation de réseaux sociaux, est-ce qu'au moment de Parcoursup, tu as eu cette espèce de truc de je veux la vie d'un tel? J'ai pas fait Parcoursup. Tu étais en école hors Parcoursup? Obligée. Moi, je savais ce que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai de la chance de savoir ce que je voulais faire et jusqu'à là, en tout cas encore aujourd'hui, ça me plaît. Mais du coup, j'étais dans une école, dans un lycée privé. On m'avait demandé, moi j'étais acceptée dans une école privée à côté en décembre. Et on m'avait quand même demandé de faire des vœux sur Parcoursup. J'étais obligée, mais j'ai mis genre une fac de sport, médecine, alors que j'avais pas du tout. Tu voulais pas faire médecine finalement. Lisa ne voulait pas être médecin, mais elle s'est dit, et si je le tentais? C'est pas possible, je peux pas être médecin. Mais oui, mais je pense que c'est hyper stressant. Moi, ma petite sœur, par exemple, elle savait pas forcément ce qu'elle voulait faire. Donc, s'intéresser, aller à des salons, les salons d'école qui sont très bien, pour justement savoir quel on veut faire, qu'est-ce qu'ils proposent, quelle formation. Puis, il y a plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, des cursus comme les BTS ou les BUT,
Oui, les cursus courts qui sont courts et qui avant étaient vus comme précaires et aujourd'hui, je pense, plus vus comme professionnalisants et qui ouvrent beaucoup de portes. C'est vu comme des grosses bases aussi pour rentrer dans d'autres écoles après. Enfin, aujourd'hui, c'est plus négatif du tout, je trouve. Est-ce que tu as déjà eu, ou peut-être même Gladys, eu des cas de personnes qui avaient douté de leur choix, par exemple, d'orientation par rapport à ce qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux? Moi, ils m'ont pas forcément fait ressortir ça, les personnes, parce que j'ai été conseillère d'orientation psychologue, donc j'ai vu des personnes concernant l'orientation, mais du coup, elles me faisaient pas ressentir le fait qu'elles pouvaient hésiter vis-à-vis de ce qu'elles voyaient sur les réseaux. Après, je pense que parfois, ça joue inconsciemment sur nous. Du coup, nos objectifs sont peut-être plus irréaliste parce qu'on voit un idéal sur les réseaux ou quelque chose qui nous paraît être un idéal et on a envie de courir derrière parce que ça semble être la marche à suivre. C'est vrai que les réseaux, comme tu le disais, le côté tout est Pinterest, tout ce qu'en fait les gens montrent, tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils font. Et c'est ça le côté un peu compliqué des réseaux, c'est qu'on va être dans la comparaison, de se dire est-ce que moi ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que j'ai c'est bien, est-ce que ce que je vais devenir. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de pas assez aussi. Enfin, on n'est pas assez. De dire qu'on n'est pas assez bien. Ouais, je pense joue beaucoup sur l'estime. Je trouve que je l'ai beaucoup entendu en tout cas. Je fais pas assez ou est-ce que ce que je vais devenir, ça sera assez pour avoir cette vie-là? Oui, une pression, mais même oui, sur les réseaux aussi, quoi. Des formations qui peuvent être critiquées, puis il y a des études qui sont plus longues aussi, il y a une question de ça en durée. C'est difficile des fois. Puis c'est un peu des fois l'entrée dans la vie active et il y a vraiment des cursus différents. Il y en a qui vont faire de l'alternance un peu comme nous, on rentre directement dans le monde professionnel et d'autres qui vont à la fac tous les jours. En 6 ans, 7 ans. 8 ans, 12 ans. Et je pense que c'est des perceptions oui, différentes. Mais je sais pas comment on pourrait faire pour éviter en fait que les réseaux sociaux ils influencent nos choix d'avenir au niveau de l'orientation. Je pense que c'est pas possible parce que je suis d'accord avec Gladys sur le fait que c'est très inconscient. Je pense qu'on va pas forcément. Enfin, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ah là là, j'ai tel objectif parce que j'ai vu partout sur les réseaux que c'était super. Mais je pense qu'on le voit tellement que en fait, ça finit par être intégré en nous comme une évidence alors que c'est même pas notre idée de base, quoi. Mais c'est juste qu'on l'a vu partout et que en vrai, de base, on trouvait ça super. Mais est-ce qu'on trouve ça super pour nous ou juste on trouve ça super parce que c'est super sur Insta, quoi. C'est un peu ça le débat. C'est un peu pour ça qu'on appelle les personnes qui influencent des influenceurs. Il y a cette idée qu'ils viennent jouer subtilement sur notre vision du monde, des choses qui nous entourent. Donc il pourrait en fait avoir même une différence entre nos rêves professionnels et ce qu'on veut faire de notre avenir et les rêves que nous impose pas la société, mais les réseaux sociaux, ou enfin même la société. Il y a des fois Bien sûr. une grosse balance et on se dit si j'avais plusieurs vies, je ferais ça. Ah bah, peut-être pas tout le temps le même métier. Si on parle de contenu de créateurs en ligne, à recommander pour aider les jeunes à mieux se projeter dans leur avenir, il y en a quand même beaucoup qui aujourd'hui aident et qui font des vidéos ou des formats sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup écoutés justement pour aider les jeunes à mieux s'orienter. On a tous eu, je pense, en maths, Yvan Monca pour nous aider. Oui, parce qu'il y a aussi ce côté-là hyper instructif en fait des réseaux sociaux. On n'en parle pas assez de choses positives aussi dont on n'a pas du tout parlé. Mais il y a des profs qui donnent des cours. Enfin, moi, je sais que les révisions du bac ont été accompagnées aussi de vidéos YouTube sur l'économie, sur la géopolitique. Enfin, après, nous, on a vécu le lycée Covid, donc c'est vrai que moi, je sais que même les profs encourageaient en disant vous pouvez aller voir telle chaîne YouTube. Ça a démarré de là, je pense aussi, pendant le Covid. Ça s'est un peu démocratisé
le côté éducatif des réseaux sociaux Et les pendant le écrans Covid. en général, vraiment l'idée de se dire que, enfin, même dans ma pratique, je vois la téléconsultation, enfin, Ouais. tout se fait par visio et au travers des écrans. Donc je pense que ça, c'est venu un peu s'immiscer dans une faille, le Covid, avec cette émergence des écrans et des réseaux. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de LinkedIn. C'est un réseau social que toi, tu utilises régulièrement. Je sais pas, par exemple, par rapport à Instagram, ta consommation de LinkedIn et de Instagram sont très différentes ou... Oui, elles sont différentes. Elles sont différentes parce que déjà, je vais pas regarder LinkedIn en vrai avachi dans mon canapé. Enfin, je vais pas avoir la même démarche quand je vais sur LinkedIn. Puis souvent, du coup, c'est des choses en rapport avec mon travail. Je suis énormément de gens, évidemment, dans le groupe dans lequel je travaille. Donc, ça me permet de me tenir informée et de l'actualité de ce que je vis enfin, au sein de mon entreprise, mais aussi de ce qui peut être fait. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et du coup, je ne vais pas avoir du tout la même approche, mais je l'utilise moins quand même, parce que je trouve que je fais plus vite le tour. Et Insta, du divertissement à 100%, quoi. Oui. Et toi, Ou Gladys, des au amis. niveau de LinkedIn, tu es un... Je n'utilise pas du tout ce réseau. Ok, pas du tout. Mais après, c'est vrai, je pense enfin, je pense même sur une image différente entre l'image qu'on va donner sur LinkedIn et l'image qu'on va donner sur Instagram, par exemple. Bah, Plus clairement, rien que... professionnalisante. Mais des fois, c'est un peu critiqué comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, LinkedIn, c'est un réseau social, mais c'est aussi un outil pour trouver du travail ou pour avoir des liens avec des personnes du même métier ou pas même. Mais des fois, c'est un peu critiqué sur justement l'image qu'on peut renvoyer sur LinkedIn qui n'est pas assez professionnalisante. Bah, après, Il c'est y a sûr une grosse qu'on... pression, moi, je trouve, quand même, sur ce réseau social, Clairement. sur l'image qu'on doit donner Est-ce que de tu as la nous. même photo de profil sur Instagram et sur LinkedIn? Clairement pas, parce que c'est pas la même... Enfin, c'est pas Oui, la mais même donc approche, quoi. il y a bien une histoire de pression Ah bah derrière ça. clairement, clairement. Bah, c'est-à-dire que normalement, un recruteur va moins chercher ton profil Instagram que ton profil LinkedIn, je pense. Après, nous, on est dans des métiers qui sont très commerciaux, entre guillemets, donc je pense que LinkedIn fait beaucoup plus partie des recherches, etc. Alors que peut-être que dans la médecine, c'est pas trop un sujet quand même. En psychologie, en tout cas, non, pas énormément. Enfin, en psychologie, on aussi, LinkedIn, c'est un réseau qui marche bien, mais moi, je m'en sers pas. Mais par contre, il y a une énorme différence, je trouve, entre Instagram et LinkedIn. C'est pas du tout la même utilisation parce que c'est pas la même fonction. Enfin, en tout Oui, cas, sur pas mal de métiers. Après, c'est vrai qu'Instagram est de plus en plus utilisé pour le professionnel, mais à la base, c'était pas sa destination, oui, je c'est vrai qu'il y a pense. beaucoup de comptes professionnels maintenant sur Instagram, des grands groupes ou Sûr. de plus en plus. Et si on passait maintenant au sujet de minimiser l'impact des réseaux sociaux sur le stress et comment en fait limiter cet impact négatif sur les réseaux sociaux sur notre bien-être à nous. Comment... Bah déjà, je pense, moi, c'est un peu aussi pour ça que je suis là. Je pense que c'est déjà sensibiliser les jeunes sur les conséquences qu'il peut y avoir, les conséquences négatives, j'entends, parce que j'ai pas envie qu'on diabolise les réseaux sociaux. Enfin, moi-même, je les utilise. Je vois qu'il y a du bon dans les réseaux sociaux. Tout n'est pas à jeter, mais je pense que c'est vraiment sensibiliser les jeunes sur une prise de conscience de ce que ça peut leur faire vivre et qu'ils puissent eux-mêmes être conscients, voilà, de leur consommation, de si elle est saine ou pas pour eux, si elle leur fait plutôt du bien ou si elle commence à être un obstacle dans leur vie et que là on tombe dans l'isolement, comme tu pouvais l'évoquer tout à l'heure, entre isolement ou finalement regroupement, qu'est-ce que ça crée? Donc c'est de trouver la juste utilisation, le juste équilibre. C'est difficile quand même de connaître la limite. Je pense que, je pense que c'est difficile. Si quelqu'un d'extérieur le voit pas, enfin, je pense que c'est plus facile à remarquer. Par exemple, pour une amie qu'on va voir qui va s'isoler, peut-être lui dire et donc elle s'en rendrait compte, Je que de trouve le que remarquer tout seul. Je trouve que pour l'isolement, oui, mais pour l'utilisation des réseaux sociaux, je pense que justement, si c'est quelqu'un qui vient te dire Elisa, tu utilises trop ton téléphone, ça n'aura pas le bon impact du tout. Alors que si c'est toi qui t'en rends compte, enfin, alors je parle pas évidemment sur des jeunes de 12-13 ans, parce que l'objectivité, elle est pas forcément la même. Mais toi, à 20 ans, je pense que si toi, tu te dis là, j'ai déconné, j'ai passé beaucoup trop de temps sur mon téléphone Ouais, cette mais semaine. j'arrive pas forcément à mettre de limites Non, mais sans parler de te mettre de limites, tu le sais déjà. seule. Pas pareil.
Je pense que c'est difficile de se mettre des limites tout seul, parce que c'est hyper addictif en fait, Ouais. de savoir. Oui, et puis c'est ce que démontre aussi le documentaire sur Netflix, là, les écrans de fumée, derrière nos écrans de fumée, de se dire que bah, il y a une manipulation mentale derrière tout ça. Les réseaux sociaux, eux, c'est aussi les créateurs des réseaux sociaux, c'est aussi leur intention de rendre accro les jeunes et puis tous les utilisateurs. Hein. Il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés, hein. On parle des jeunes aujourd'hui, mais même les moins jeunes sont concernés et du coup, je pense que on se laisse happer finalement par ces stratégies de manipulation pour nous rendre addicts. Oui. Et si par exemple on parle de réseaux sociaux en termes de divertissement, sans écran, comment vous vous divertissez par exemple? Les amis, je dirais, en premier lieu. Les sorties, les amis. Bon, après, la famille, ça prend du temps aussi, mais c'est pas le même divertissement, c'est ce qu'on fait ensemble surtout. Donc, je dirais, c'est voir du monde et sortir à l'extérieur. Par des coups avec ses amis. Je pense que c'est le. Partager des moments. Ouais, partager des moments avec ses amis. Moi, je En cuisine pas réel. mal aussi. Ouais. Et les moments de la vraie vie, quoi. Moi, Avant la je pense story qu'il y a, Insta, il y a aussi le sport vraiment- parce qu'on peut retrouver cet Et effet le de sport. dopamine qu'on a dans les réseaux sociaux et dans le sport. Euh, Après, voilà, je pense que ça aide aussi beaucoup, notamment dans le stress et l'anxiété chez certaines personnes. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup le sport Ouais. pour gérer le stress et l'anxiété. Donc, ouais, c'est peut-être plus sain quand même que les réseaux sociaux. C'est ça, c'est une bonne remarque en tout cas, parce que c'est vrai que le sport, je pense que ça aide beaucoup de monde. J'en fais pas, donc je suis pas un exemple à suivre, mais je pense que le sport, ça aide pour le stress. Euh, Et pour le coup, je pense que c'est plus efficace pour se vider la tête que réellement les. Je pense que c'est plus. le sport? Ouais. Moi, enfin, personnellement, en tout cas, j'arrive à me vider la tête avec les réseaux sociaux et avec le sport. Ouais. Mais je pense enfin, je vois que le sport, c'est plus sain. C'est pas du tout la même façon de se vider la tête, Ouais. mais ça me fait Oui, mais du tu le sens bien toi-même que c'est autant. plus sain. Ouais, mais ça me fait autant du bien L'un que pour l'autre, les quoi. deux. Mais c'est difficile d'essayer d'être. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais une certaine pression en fait, et d'essayer d'être authentique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que c'est un choix qu'on fait ou pas de l'être. Mm. Et vu que tu es que tu te filmes toi-même ou tu postes des choses, t'as l'impression de l'être justement authentique. Non, je mets ce que je veux. Je sais que je poste, que j'ai envie de poster, qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire sur les réseaux sociaux, il y a des choses que, voilà, je dirais pas que je suis authentique. Et je pense Mais que, après, pour toi, être authentique, c'est tout montrer. Parce que oui. pour moi, je pense qu'il y a des gens qui sont authentiques dans ce qu'ils partagent, Ah, avec la vraie notion de, par contre, c'est qu'un bout de ma vie, quoi. Après, je aux, pense aux qu'aujourd'hui, tout le monde a cette utilisateurs. notion-là de se dire, on sait que sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut, que c'est, comme tu dis, qu'un bout de notre vie. Mm. Après, je suis moi-même. C'est ça, le contenu que tu postes, c'est toi au moment T et dans ce que tu as envie de montrer, mais ça reste, enfin, tu fais pas du faux quand tu postes quelque chose. Non, non, Tu non. dis pas, oh là là, c'est super ce que je suis en train de vivre, alors qu'en vrai, tu vis un mauvais moment, quoi. Je pense que tu es authentique là-dedans, par contre. Oui, Tu après, je pense qu'on a tous une utilisation différente et que je pense que chaque personne qui utilise les réseaux sociaux, pardon, par exemple des vidéos TikTok ou des stories Instagram, la notion d'être authentique, je pense qu'elle est propre en fait à chacun. Oui, c'est vrai, c'est une question intéressante du coup autour de l'authenticité. Enfin là, ce que tu soulevais, je trouve que je te rejoins pas mal. Je pense que on peut être tout à fait authentique en ne disant pas tout, mais après, en ne disant pas tout, quelque part les gens fantasment et s'imaginent quel est le reste à combler et finalement ils comblent avec leur imaginaire et c'est là où c'est dangereux, c'est qu'ils s'imaginent potentiellement qu'à partir de cette vidéo, je en conclus que c'est une personne qui a une vie extrêmement riche, extrêmement épanouissante, alors que c'est juste Alors que un pas instant T. forcément. Mm. Et du coup, est-ce que les réseaux sociaux, je vais y arriver, ils sont plutôt une source de stress ou ils permettent de ne pas, enfin, justement de gérer ce stress? Je pense que
mon avis, il n'y a pas de réponse. Enfin, ça ne peut pas être aussi binaire, parce qu'à mon avis, pour certaines personnes, ça va être stressant, d'une part, à certains moments de leur vie, parce qu'ils vont se dire, ah, mais moi, je n'ai pas ça. Ou alors, même pour ceux qui posent, pas seulement ceux qui regardent, parce que je positionne souvent la personne en tant que celle qui regarde en disant, je n'ai pas ça, voilà, cette personne attend de choses. Enfin, je pense qu'il y a aussi cette idée de je recherche la validation des autres. Je poste aussi pour voir si c'est OK ce que je suis, si ce que je fais c'est bien. Ça m'apporte, si j'ai tant de j'aime, ça veut dire que j'ai de la reconnaissance. Donc ça vient, voilà, ça Mais vient ça, donner de l'histoire la valeur. des j'aime et des vues, je me rends compte que c'est très difficile de se rendre compte. On se dit, j'ai fait 1000 vues, c'est nul. 1000 personnes devant nous, enfin, c'est énorme au final. Une personne qui voit 1000 fois ta photo ou ta vidéo, on se dit c'est nul. Alors qu'au final. Toi, tu as cette vraie notion du chiffre en me disant si j'ai fait tant de vues, c'est pas assez, ou si j'ai fait tant de vues, c'est énorme. Et c'est une fois où j'ai été au stade de foot après et que le stade avait 60 000 personnes. Et je me suis dit, ok, 60 000 personnes, c'est autant de personnes. Alors qu'en fait, on s'en rend pas compte. On perd toute cette notion. T'avais pas la notion, quoi. Non. En même temps, c'est difficile de dire il y a combien de personnes qui ont vu. Oui, mais du coup, le chiffre est addictif, en fait, de se dire ça, c'est une grosse pression, je veux que ça monte, je veux que ça monte. Oui, voilà, en plus, il y a un besoin de toujours plus. Ouais. De se dire, bon, ça m'a apporté enfin, ça peut apporter de la dopamine ou de l'endorphine, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça vient sécréter quelque chose dans le cerveau de tellement satisfaisant de voir que ça fonctionne, une vidéo, qu'on se dit, qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant pour que ça fonctionne encore? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines pressions. Mais en fait, je trouve que, et c'est comme pour la question de l'orientation, les deux sujets qu'on aborde aujourd'hui, les réseaux et l'orientation, je trouve qu'ils viennent quand même beaucoup impacter l'estime de soi. C'est quand même... clairement. Oui, positivement ou négativement, mais il y a cette idée qu'on attend des résultats, en fait, qu'on attend une reconnaissance. Dans les réseaux sociaux, c'est un peu temporaire quand même. Je trouve que l'effet négatif est plus sur le long terme que l'effet positif. T'as l'impression que du coup, quand tu postes une vidéo, si tu vas avoir des commentaires négatifs, ça va plus te rester et ça va plus t'impacter que. Non, sans parler de ça, mais plus qu'on peut avoir des effets. Pour moi, les effets négatifs sont plus graves, ou en tout cas plus durables. Plus durables que les effets positifs. Ça va être un peu de dopamine et voilà quoi. Ouais, t'es contente d'avoir fait tant de vues, mais t'attends la prochaine fois et ça va pas changer la phase de ta vie, quoi. Pour cette utilisation-là, parce que du coup, dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs façons de les utiliser, mais pour le fait de poster des choses, c'est oui. Mais même en parlant de stress, il y a le réseau BeReal où ça sonne à un moment de la journée, qu'on a 2 minutes pour faire une photo. Et ça, c'est... Enfin, moi, je sais que c'est un son spécial sur le téléphone et quand ça sonne en classe, c'est tout le monde prend le téléphone et fait la photo. Et il y a 2 minutes pour le faire, donc un côté stressant en fait. Je connais pas du tout. Et c'est vrai que moi, je me souviens d'un prof. D'un coup, tout le monde... Enfin, moi, j'ai pas BeReal. Encore une fois, j'ai 70 ans. Mais j'utilise pas et vraiment, j'ai du mal. Et c'est tous les jours une photo. Et la première fois qu'on était en cours avec ce prof et que BeReal sonne, le prof me regarde avec des yeux, mais qu'est-ce qui se passe? Comme s'il y avait vraiment un événement qu'il avait loupé, quoi. Et je lui dis, non, c'est BeReal, monsieur. Il me dit, comment ça, BeReal? Je dis, là, il faut qu'ils prennent une photo de eux et une photo de ce qui se passe en face d'eux. Et l'idée, c'est un compte à rebours, 2 minutes pour le faire. Et l'idée, c'est d'être réellement dans la vie des gens. Voilà. Après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que du coup, ils peuvent reprendre 15 fois la photo. Donc, bon, voilà, on est sur un réel qui reste dans l'échelle du réel des réseaux sociaux quand même, parce que si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas. Mais c'est vrai que c'est... et pour certaines personnes, c'est complètement... Et il y en a, ils sont fous avec BeReal. Ils viennent complètement... Il faut qu'à ce moment-là, tout le monde soit à peu près beau. Enfin, il faut... C'est vrai qu'il y a une notion quand même qui est... Tu dis être dans la vie des gens, donc c'est ça l'intérêt en fait, c'est quel est l'intérêt? C'est ça, c'est... De voir ce qu'il me semble que c'est du pur voyeurisme. À 15h15, voilà. À 15h15, aujourd'hui, ça va sonner. Et donc, à 15h15, on va voir ce que mes amis faisaient. Toi, t'es à la BU. Toi, t'es dans ton lit. Voilà. Ouais, mais c'est comme le système de flammes sur Snapchat. Moi, c'est quelque chose, quand j'étais au collège notamment, je donnais mes codes
de Snapchat à ma meilleure amie de l'époque pour qu'elle puisse faire mes flammes quand, par exemple, j'avais pas de réseau ou un truc comme ça. C'était addictif, fallait pas que je les perde. Ah oui, c'était... Ah ouais. Mais on faisait tout ça. Enfin, en tout cas, dans mes amis, on faisait tout ça. Peut-être pas tout le monde, mais... Non, j'ai pas... Non, j'ai pas eu cette notion. Mais en fait, je pense que c'est. Il y a beaucoup de. Aujourd'hui, TikTok reprend ce système de flamme. Biril reprend ce système de flamme aussi. Mais par contre, c'est une manière de vérifier que tu gardes un lien avec quelqu'un, parce que du coup, si tu t'envoies une photo tous les jours. Et c'est vrai que ça montre aussi la longévité d'une. Pour certains, c'est vraiment une preuve de longévité de relation, quoi. Alors que des fois, c'est des écrans noirs. Mais encore une fois, pour les créateurs, eux, c'est juste une façon de rendre addict, quoi. Il faut y aller tous les jours, quoi. C'est ingénieux parce que du coup, ça marche. Bah, ça marche. Pour certaines personnes. Ouais, il y a quand on le fait pas, par exemple, sur Snapchat, il y a un sablier qui se met en mode faut envoyer une photo, quoi, pour que ça se fait. Mais ça peut être. Bah, du coup, c'est tous les jours. Et du coup, le nombre augmente. Ça fait 3000 flammes. Moi, je pense que mon max, là, actuellement, ça va être 2000 et quelques. C'est-à-dire que ça fait 2000 jours que tous les jours au moins, j'ai reçu et envoyé une notification à cette personne. Moi, je trouve ça effrayant. Bah, en fait, en le disant, je me suis un peu rendu compte que ça faisait beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est effrayant, mais c'est même inquiétant en fait. Et je pense que c'est pour ça que, d'après les études de l'OMS, les troubles anxieux et les dépressions sont de plus en plus fréquentes chez les jeunes et de plus en plus intenses. Et franchement, je peux le comprendre parce que les réseaux sociaux ont un tel impact sur les adolescents, sur leur construction identitaire, sur leur façon de se nourrir, leurs ressources, comment ils se constituent en tant qu'être humain, quoi. Je me dis, leur identité, elle repose sur des bases où la technologie prend une telle place, moi, que je me dis qu'il y a un gap aussi culturel qui se crée là, entre les générations nouvelles et les générations d'avant. Bon, je ne suis pas non plus une vieille, donc j'ai grandi aussi un peu avec les réseaux, mais à partir du lycée peut-être. Et c'est vrai que je me sens pas autant impactée, mais je me demande ce que ça va donner pour les enfants qui vont devenir les enfants adultes. nés à l'ère de Snapchat, TikTok. Ouais, je crois qu'on appelle ça la génération alpha. Alpha, ouais, non, c'est génération Z. Oui, vous êtes de la génération Z. Parce que nous, quand même, on a grandi, en tout cas en primaire, maternelle, on n'était pas sur les réseaux sociaux, quoi. Vous étiez préservés quand même à ce moment-là. Ouais. Après, il y a quand même une limite d'âge pour aller sur les réseaux sociaux. Qui n'est pas du tout respectée. Oui, qui n'est pas du tout, c'est vrai. Sur le temps d'écran, quand j'ai regardé tout à l'heure et que j'ai cliqué du coup sur mon temps d'écran Instagram, je crois avoir vu 12 ans. Mais je ne sais pas ce que c'est en fait. Je ne sais pas si ça correspond à la limite d'âge qu'ils ont fixée ou pas. J'ai pas eu le temps d'approfondir la question. Bon, je ne saurais pas dire, mais je sais que c'est absolument pas respecté. Il faut juste cocher, avez-vous plus de... voilà. Et puis, logiquement, quelqu'un qui veut y aller, il y va, quoi. Mais pour tous ces problèmes de stress et d'anxiété, il y a des dispositifs qui existent comme Santé Psy. C'est ça, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement. Donc, ça se trouve en tapant santé psy étudiant .gouv. Et du coup, ça permet d'avoir 12 séances prises en charge à hauteur donc, de 50 € parmi une liste de psychologues qui a bien voulu adhérer à ce dispositif. Et pour les étudiants, et en partenariat avec les universités. Donc, pour les étudiants, c'est quand même, je trouve, un premier soutien. 12 séances par an, c'est quand même pas négligeable. Donc, c'est un premier soutien pour pouvoir éventuellement parler de leur anxiété. Ça permet que le financement ne soit pas un facteur un obstacle, un obstacle pour aller consulter. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, surtout quand on parlait de cyberharcèlement. De cyberharcèlement, d'isolement, c'est un vrai sujet, quoi. Donc c'est vrai que si au moins on peut avoir cette notion du fait que le financier n'entre pas dans la ligne de compte pour aller se faire soigner, c'est important. Et de même que pour l'orientation, c'est important, je pense, pour les jeunes dans cette dynamique-là d'accompagnement, de se dire qu'ils peuvent se rendre dans les centres d'information et d'orientation.
C'est gratuit, c'est sur rendez-vous avec des professionnels qui ont des formations en psychologie et qui parfois sont psychologues. Et c'est toujours un plus pour avoir des informations pures et dures, mais aussi pour avoir un soutien dans la réflexion de l'identité professionnelle en construction, etc. Donc je pense que Autre que sa famille, qui nous connaît sous un œil qui est voilà. l'œil de sa famille aussi. Je Et pense que c'est puis important. la famille aussi, en plus, elle est elle-même confrontée à ce stress de se dire, voilà, Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va y arriver? donc des personnes qui soient neutres. Mm. C'est important en complément. Je pense que les deux sont essentiels, mais en Ouais. complément, des fois, il faut aussi avoir du recul et avoir quelqu'un qui nous connaît, ou alors qui apprend à nous connaître sur le moment T, mais qui n'a pas forcément toute l'image de ce qu'on peut être en tant qu'enfant, frère, sœur, ami, peu importe. Et puis en plus, dans l'orientation, il y a plein de choses qu'on méconnaît. Enfin, déjà, je pense qu'il y a plein de jeunes qui ne vont pas voir les conseils d'orientation psychologue parce qu'ils ont une image un peu faussée en se disant ça sert à rien. Alors que des fois, bah, ça peut juste donner des informations pratiques et des informations que les jeunes n'ont pas. Moi, je me souviens que j'étais pas du tout au courant qu'on pouvait faire des mini-stages autres que celui qui est obligatoire en troisième. Et pourtant, c'est hyper important. Enfin, il y a plein de jeunes, je pense, qui auraient besoin de faire ces stages, de se dire que voilà, pendant les vacances scolaires, s'ils veulent, ils peuvent passer 3 jours dans une entreprise. Bien sûr. Là, pour un choix d'orientation, aller entre guillemets sur le terrain c'est difficile de choisir sur un papier, de se dire Clairement. ok, la formation vétérinaire, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire, je suis sûre de moi, convaincue, quoi. Quand on n'a jamais fait le métier, parce que en pratique et en théorie, c'est jamais vraiment pareil. Donc ça peut très bien nous plaire comme pas du tout, mais Surtout vétérinaire, par exemple, je trouve que ça reflète bien ce qui peut se passer entre la théorie et la pratique. C'est j'aime les animaux, donc je veux être vétérinaire, mais en fait, est-ce que je peux supporter les actes un peu plus compliqués du métier de vétérinaire ou un peu moins agréables comme ça peut être des toilettages, comme des euthanasies. Donc, il n'y a pas non plus que du positif au fait Ouais, d'être mais clairement. vétérinaire. Donc, est-ce que je suis capable, est-ce que ma sensibilité peut le supporter? Ouais. est-ce que ça vous dit un petit quiz? Alors, je vais vous poser des questions, je vous propose des réponses et il y en a une de bonne à chaque fois. Ok. Le nombre d'étudiants accompagnés par le dispositif Santé Psy depuis 2021. 10 500, 73 000 ou 125 000? Je dirais 73 000. Peut-être aussi. Oui, c'est ça. 73 000 étudiants qui sont accompagnés par ce dispositif dont on parlait tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle, déjà. Ouais, c'est déjà énorme. Et le nombre de psychologues qui sont partenaires à ce dispositif depuis 2021, j'ai 55, 370 ou 1300. Ouais, ça fait beaucoup de... Ouais, Je ne saurais pas dire. La dernière, le plus. 1300? Ouais, 1300. Ouais. J'aurais dit un peu moins, je sais pas. Et ben, il y a 1300 psychologues Ah ouais, qui c'est sont énorme. partenaires depuis 2021. Super. C'est le nombre de consultations dans les services de santé étudiante en 2022. 80 400, 575 000, 876 200. Ça, je pense que tu vas plus savoir la réponse que moi. J'en ai Le nombre de aucune idée. consultations, Dans les services de santé étudiante. Comme on disait tout à l'heure, se rendre compte des chiffres, c'est compliqué. ça me paraît totalement abstrait là. Et ben, c'est 575 000 575 000, mais c'est énorme depuis aussi. 2022. Mais Ça fait 2 ans que... j'ai envie de dire tant mieux. Oui. Mais d'un autre côté, bah, c'est aussi inquiétant. Ça veut dire qu'il y a quand même Il y a un sujet. un énorme besoin. Ouais. Oui, et puis je pense que le chiffre va plutôt dans le sens d'augmenter que... Ça se démocratise aussi d'aller voir quand on va pas bien aujourd'hui, et heureusement. Le pourcentage des consultations en lien avec la santé mentale dans les services de santé étudiante en 2022. 5%, 17% ou 39%. Je dirais 39%. C'est quoi les autres chiffres? 5 et 17. Ouais, peut-être aussi. Oui, c'est 39% de consultations en lien avec la santé mentale. Ce qui rejoint ce qu'on disait, c'est un peu dramatique, mais Oui, c'est... Et ben voilà, c'était la dernière question. Et On ben, apprend. merci à vous
pour cet échange qui était très constructif et intéressant. Et, merci à vous aussi, parce que déjà, ça ne devait pas être évident à diriger et je trouve que tu l'as bien fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire sur ces deux sujets et je pense qu'on a pu déjà en dire pas mal. Et merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, on y répondra. Et vous pourrez retrouver des prochains épisodes très bientôt sur La Bande Active.